Une voiture rouge, la flemme et un homme chargé aux stéroïdes, c'est le résumé des threads d'horreur d'aujourd'hui. Prêt pour le frisson? Alors let's go. La première histoire, c'est celle de Lia et elle a 20 ans au moment des faits. Ça se passe exactement le mardi 21 juin 2022. Elle est allée à la fête de la musique pour voir un groupe qu'elle aimait bien, à une petite heure de chez elle. Le concert s'est bien passé, mais un énorme orage a pointé le bout de son nez. Elle replie toutes ses affaires en catastrophe et elle court jusqu'à sa voiture. Elle était garée sur un parking, non loin d'une voiture rouge. Elle s'installe au volant et commence à rouler, malgré le fait qu'elle ne voit même pas les lignes au sol. Après quelques minutes, elle voit dans son rétro la voiture rouge du parking. Rien d'alarmant pour le moment, elle est sur la route qui mène vers l'autoroute. Mais la voiture commence à la coller, à tel point que si elle freine, elle va lui rentrer dedans. Elle roule comme ça, pendant une dizaine de minutes, jusqu'à un rond-point. Elle se dit que si la voiture la colle, c'est parce qu'ils sont sûrement pressés à l'intérieur ou bourrés, et que donc, elle va les laisser passer. Elle fait donc un tour du rond-point pour le laisser passer devant, mais il la suit, toujours de si près. Elle commence à prendre peur. Elle sait qu'il y a des embuscades sur la route, et étant une jeune femme seule, c'est encore moins rassurant. Elle prend la voie rapide et accélère pleine balle, mais il la colle sans la lâcher. C'est définitif, c'est sûr, c'est une personne dangereuse. Lia roule comme ça jusqu'à un village qu'elle connaît comme sa poche. Là, la voiture rouge passe sur le côté, à contresens. Elle les voit, ils sont deux dans l'habitacle. Totalement terrifiée, son esprit ne répond plus et son corps prend le relais. Alors que la voiture rouge est toujours à côté d'elle, Lia prend au dernier moment une intersection à droite. Avec la vitesse, la voiture rouge n'a pas le temps de la suivre et il leur faudra plusieurs secondes, le temps de faire demi-tour, pour la rejoindre. Dans le village dans lequel elle est, vit un de ses amis. Elle fonce jusqu'à chez lui, sachant pertinemment qu'il n'est pas là. Mais elle peut se cacher dans sa cour. Elle éteint le moteur rapidement, ouvre les fenêtres et écoute le moindre bruit. Elle les entend passer plusieurs fois avant de les entendre s'éloigner vers la voie rapide. Puis quand le silence revient, elle décide de compter jusqu'à 200 pour se laisser une marge de sécurité. Une voisine qui surveille la maison pour son ami avait appelé la gendarmerie, pensant que Lia était un cambrioleur. Ils sont arrivés alors qu'elle allait partir. Ils l'ont questionnée et elle a fondu en larmes. Elle leur a expliqué la situation, ils ont pris des informations, son numéro, et l'ont laissé partir. Elle est rentrée chez elle par les petites routes moins dangereuses. Elle n'a pas dormi de la nuit, totalement traumatisée. Le lendemain, un des gendarmes l'a appelée. Ils avaient retrouvé la voiture rouge accidentée et abandonnée. Il lui a expliqué que c'était une méthode pour les enlèvements de voler une voiture et de cibler une proie facile. Lia ne sait pas encore aujourd'hui à quoi elle a échappé et elle est toujours sous le choc. Je profite de cet aparté entre les deux histoires pour te demander de t'abonner. C'est le meilleur soutien que tu puisses fournir à la chaîne et c'est gratuit. N'hésite pas à liker et à partager pour transmettre ce contenu incroyable au plus grand nombre. Merci à toi. L'histoire que je vais vous raconter maintenant s'est passée il y a 10 ans. C'est l'histoire de Lucas et il avait 20 ans à ce moment-là. Il explique que à cet âge-là, il avait vraiment la flemme. La flemme d'aller à la fac, la flemme d'aller bosser pour payer ses études. Il avait juste envie de jouer aux jeux vidéo et de voir ses amis pour s'amuser. Rien d'autre ne l'intéressait. Comme moi. Non, c'est faux, Radé, je vous fais plein de vidéos et tout, je me casse le cul, donc arrêtez. Un soir, il va à une soirée chez un ami. C'était son anniversaire. Il avait la flemme aussi, mais il y avait de l'alcool et ça, c'était motivant pour un gars qui a la flemme selon lui. À un moment de la soirée, il va aux toilettes. Ils avaient pas mal bu et lui était remonté comme un coucou. Il avait tellement la pêche grâce à l'alcool et il y avait cette fille, Mathilde. Elle était si jolie avec ses cheveux blonds, ses yeux noirs et son grand sourire. Elle allait à la même fac que lui et lui demandait pourquoi il ne s'était jamais vu. Il avait un peu honte de lui dire qu'il avait la flemme, mais bon. Il a bidouillé une histoire comme quoi il bossait beaucoup de chez lui, qu'il devait s'occuper de sa grand-mère et qu'il travaillait dans des associations humanitaires. Sympa, le gros mytho. Bon, après on fait les gens qui jugent, etc. Mais faites pas genre, les mecs en tout cas, et peut-être les filles aussi, je ne sais pas, je suis un mec donc je peux pas vous dire. On a tous un peu mitonné à un moment pour pécho une meuf ou quoi que ce soit. Arrêtez, arrêtez, me la faites pas. Faites pas genre, votre vie c'est de la merde et vous racontez pas un peu des trucs un peu extravagants pour pécho une meuf, c'est bon, tranquille. On vous en veut pas, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Il ne sait pas pourquoi après lui avoir raconté ça, mais Mathilde, elle l'a trouvé passionnant. Et lui, ça lui a refilé encore plus un gain d'énergie. Elle lui a dit que ça changeait de son ancien copain qui était collant et semblait être fatigué en permanence, sans la moindre volonté de faire autre chose que de jouer aux jeux vidéo et de la muscu. Qui correspond à peu près bien à notre ami Lucas. Mais à ce moment-là, il fait semblant et il fait que acquiescer. Pendant cette soirée, l'alcool avait donc coulé à flot et lui se décomposait petit à petit à l'idée de mentir de plus en plus à cette fille qui lui plaisait pas mal. Il lui fallait donc une idée. Il est alors retourné aux toilettes pour écrire des SMS à sa meilleure amie afin de lui demander des conseils. Il faut savoir que au moment de la soirée, il avait beaucoup plu. Et pas que au moment de la soirée, il y avait eu de grosses intempéries durant la semaine précédente et il pleuvait encore du coup durant la soirée. Les égouts débordaient, les lacs débordaient, les rivières débordaient et maintenant, les chiottes sur lesquelles il était assis débordaient. Il y en avait partout. Ça, c'est le karma pour avoir mytho. Bref, Lucas est sorti des chiottes en trombe. Son pote a vu ça, il a dû appeler un plombier pour réparer la fuite.
et les invités, eux, sont tous rentrés chez eux. En rentrant chez lui, Lucas il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pris le numéro de Mathilde. Pas grave, il n'avait qu'à aller à la fac et il la trouverait. C'est ce qu'il fit le lendemain, le surlendemain et les jours d'après. Sa flemme avait complètement disparu, mais aucune trace de Mathilde. C'est fou comment une meuf ça peut motiver quoi. Quand il revoit son pote plus tard, il lui demande le numéro de Mathilde. Il se dit, parce que honnêtement, ça se trouve, moi j'ai perdu ma flemme, mais je lui ai peut-être transmise, ça se trouve, ça se transmet, tu vois. Fait un peu d'humour, mais vaut mieux éviter. Non, je déconne. Je suis un bâtard. Bref, après lui avoir demandé le numéro de Mathilde, son ami l'avertit, ne t'approche pas d'elle, elle est toxique. Il lui donne quand même le numéro et Lucas l'écoute d'une oreille, bref, ça rentre par là, ça ressort par ici, hein. Il explique qu'il s'y connaît autant en personnes toxiques qu'en plomberie. Donc en gros, rien du tout, quoi. Tout ce qu'il sait, par contre, c'est que pour elle, et pour éviter de devoir continuer à raconter des mythos, il s'est inscrit dans un truc humanitaire pour se trouver une couverture et qu'il avait même renoué avec sa grand-mère au cas où. Il lui fallait des alibis pour être un mec cool. Alors là, quand j'explique cette histoire, t'as l'air juste d'un gros bâtard. Non mais c'est marrant quand on est jeune, etc. On se rend pas compte de certains trucs et tout. Comme par exemple aller voir nos grands-parents. Et finalement avec le temps, on se rend compte que c'était vraiment important. Bon maintenant qu'il y a 10 ans qui sont passés, j'espère que peut-être ta grand-mère est toujours en bonne santé. J'espère que tu la vois plus. Pas seulement pour paraître pour un mec cool, hein. S'il te plaît, fais-lui plaisir. Et puis bon, tu fais de l'humanitaire juste pour paraître cool, mais autant dire que bon, ils ont besoin d'aide. Donc bon, peu importe, j'ai envie de dire pourquoi tu le fais. Du moment que tu le fais, ça donne un coup de main. Et finalement, ça va peut-être te faire découvrir des choses. Bref, après s'être inscrit à tout ça et avoir créé son alibi, au bout de 10 jours, il est retombé sur Mathilde et ce fut instantanément le coup de foudre. Malheureusement, il explique qu'elle n'avait pas pu venir à l'école car son ex, Jonathan, un type a priori violent, lâche et perturbé, lui faisait la misère pour qu'elle reste à la maison. Heureusement que Lucas lui aussi était bien bâti et sa récente activité dans l'humanitaire lui avait permis de décupler son empathie en lui enseignant les profondeurs de l'âme humaine. C'est exactement ce qu'il a dit à Mathilde, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il le retranscrit. Il fait genre encore, il fait le mec. Et putain, il va loin pour pécho Mathilde, hein, et il veut pas la lâcher, hein. Ah, il veut la pécho, hein. Et il explique qu'il a dit ça à Mathilde, même s'il n'a été qu'à une seule soirée de la Croix-Rouge, et que la plupart du temps, sa grand-mère l'appelait en le saoulant en pleine partie de Fortnite. Mathilde est venue donc 2-3 fois chez lui après les cours. Ce qu'il ignorait, c'est que Jonathan la suivait. Et Jonathan, c'était pas un mec cool du tout. Pour le décrire, on aurait dit que le mec avait été nourri aux stéroïdes. Il portait des jeans très moulants et des t-shirts très moulants. Le Jonathan, lui, en soi, était bien moulé. Mais c'était une vraie saleté, selon Lucas. Un jeudi soir, alors que Mathilde est chez lui, elle quitte son appartement vers 20h. Elle devait réviser et lui devait aller à la Croix-Rouge. Sauf qu'il avait la flemme et est resté chez lui pour jouer aux jeux vidéo. Il s'est mis peinard en chaussettes, une bière à la main, a éteint les lumières pour créer une bonne ambiance quand on a toqué à la porte. Il ne regarde jamais dans le judas de la porte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il en a pas. Il a ouvert la porte et Jonathan se trouvait juste derrière. Il tenait dans sa main une batte de baseball. Il s'est mis à lui hurler dessus, comme quoi il ne devait pas parler à Mathilde et que s'il continuait, il allait lui péter la gueule à lui et toute la Croix-Rouge pour qui il bossait. La Croix-Rouge n'y est pour rien, ils sont agressés aussi. Bichette. Lucas lui a demandé de se calmer, mais il était comme fou. Il n'entendait rien à ce qu'il lui disait. Il allait entrer chez lui sans doute pour tout péter, quand il a eu une idée de génie. Il a regardé derrière lui et a crié « Mathilde, cours, cours !» Jonathan s'est retourné et il a poussé la porte et a fermé. Il a entendu frapper de toutes ses forces pour démonter sa porte, mais heureusement, elle était solide. Puis, plus rien. Au bout d'un moment, il se pose, il se dit qu'il aurait pu vérifier par Judas, sauf que d'un coup, une idée lui vient à la tête. Merde, le balcon. C'est à ce moment-là, au même moment où il a pensé à ça, qu'il a entendu comme un bruit tomber dans son salon. Sauf que c'était sur le balcon. Jonathan, il avait ouvert la porte de secours, il avait sauté directement depuis le 3e sur son balcon au 2e. Lucas, il a attrapé son téléphone et a appelé la police tout en sortant en courant dans le couloir de l'immeuble au moment même où Jonathan a brisé sa porte-fenêtre pour pénétrer dans son appartement. Il a couru comme un malade jusqu'à dehors, il s'est caché sous une voiture. Quand la standardiste de la police a entendu son histoire, elle a envoyé une patrouille. Mais Jonathan avait déjà fui en entendant les sirènes. Autant dire que les jours qui suivirent pour lui ne furent pas les plus doux de sa vie. Il avait peur de rentrer chez lui, du coup il allait à la fac, à la Croix-Rouge, et chez sa grand-mère. Finalement, Jonathan a peut-être fait quelque chose de bien. Non, désolé Lucas, si tu passes par là, force à toi. Donc Jonathan est beaucoup plus assidu dans tout ce qu'il fait dans sa vie, et pendant ce temps, Mathilde lui envoie des messages lui disant que cela allait se calmer et que Jonathan n'était pas si méchant que cela. Elle lui a même demandé de retirer sa plainte. Alors que lui recevait des coups de fil anonymes et qu'il trouvait souvent des petits papiers sales devant sa porte. Une fois, il y a même trouvé un pigeon mort. Il savait très bien ce que ça voulait dire. C'était Jonathan. À la fin de l'année, il a quitté Mathilde et sa bonne ville de l'Est. Il est allé vivre sur Nantes, à 600 km de chez lui. Il s'est réinstallé dans un petit appart tranquille. Et il peut vous assurer que depuis, il a une de ses flemmes de sortir. Alors que déjà que le gars avait la flemme et la seule fois où il est sorti qu'il a rencontré une meuf, c'est parti en couille dans sa vie. Après, s'il avait pas mitonné, peut-être qu'elle l'aurait pas trouvé aussi intéressant. Du coup, ils auraient pas continué à se voir. Du coup, ça aurait pas posé problème avec Jonathan. Le problème, c'est peut-être toi au final, hein. Je sais pas, ça dépend du point de vue.
Une fenêtre ouverte, un plombier et une impasse, c'est le résumé des traits d'horreur d'aujourd'hui. Alors accrochez-vous bien, plongez-vous dans le noir pour une ambiance terrifiante et venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est celle de Zoé. Il y a près d'un an, elle venait d'emménager dans son appartement. À l'époque, elle avait 19 ans et avait vécu en colocation pendant un an. Mais c'était la première fois qu'elle avait son propre appartement. Son logement se trouvait dans un quartier plutôt dangereux de sa ville. Pas dans la rue la plus sordide, mais connu pour être un lieu important de trafic, notamment de drogue. Cependant, elle se sentait en sécurité car son immeuble donnait directement sur un arrêt de tram, situé sur une rue très fréquentée. La ville où Zoé habitait était sujette à des périodes de canicule, où il faisait rapidement et intensément chaud. Malheureusement, elle supportait très mal la chaleur. Par conséquent, en cette période de l'année, mi-juin, elle dormait avec les fenêtres ouvertes. Elle nous demande de pardonner toutes ces descriptions, mais elle nous précise que c'est important pour la suite. Son appartement était composé de 2 pièces, d'un salon et d'une chambre, et il était traversant. Elle avait une fenêtre orientée au nord et une autre au sud. Celle du sud donnait sur l'arrêt de tram, tandis que celle du nord donnait sur une cour intérieure. Zoé vivait au premier étage. Il est également important de préciser que la cour avait une porte qui, à l'époque, était cassée et ne se fermait pas. Cette porte donnait sur un couloir menant à l'entrée de l'immeuble qui ne fermait pas non plus. En conséquence, n'importe qui pouvait pénétrer tranquillement dans l'immeuble. De plus, le son se propageait facilement et il était parfois difficile de déterminer si le bruit venait de la cour intérieure ou de la rue lorsque les fenêtres étaient ouvertes. Une nuit, Zoé fut réveillée vers 2 h du matin par des voix très fortes. Étant encore somnolente, elle entendit vaguement une dispute qui semblait porter sur un deal qui se passait mal. Jusqu'à présent, cela l'ennuyait simplement car cela l'avait réveillée. Mais elle pensait qu'elle se lèverait simplement, fermerait ses fenêtres et se rendormirait. Sauf qu'au moment où Zoé se redresse, elle entend quelqu'un dire quelque chose comme « Attends, il y a des fenêtres ouvertes là-bas, on peut se faire entendre. » La voix paraît jeune selon Zoé. Elle ne sait pas trop comment le décrire autrement, mais elle est très nerveuse, comme si la personne était à la fois énervée et hyper stressée. Cela la stoppe un peu, mais pas totalement. Jusqu'à ce qu'elle se dise que potentiellement, il parle de son appartement. L'autre personne répond « Ta gueule !» Et là, je vais me faire démonétiser, hein. C'est juste quelqu'un qui a chaud. Il est 2 h du matin, il dort. T'inquiète, personne n'entend rien. À ce moment-là, Zoé admet qu'elle pense « Oui, écoute ton pote, hein ?» Mais ensuite, elle entend l'autre personne dire « Faudrait vérifier. Si on se fait attraper, on est foutu. Il ne faut pas qu'ils appellent les flics. » Elle rappelle à nouveau que le son se propage facilement. À ce stade, donc, elle ne sait pas si la conversation a lieu dans sa rue ou dans la cour intérieure de son immeuble. Cependant, si c'est dans la cour, la fenêtre donne directement sur sa chambre. Zoé avoue qu'à ce moment-là, elle se demande qui peut avoir une telle idée. Elle se dit que si on a peur de se faire prendre, on s'enfuit, non? Et surtout, vérifier pourquoi et comment faire ça. L'autre homme, du coup, plus calme, semble avoir eu la même pensée que Zoé. Car il répond « Comment tu veux vérifier, espèce d'idiot? Tu ne vas pas me monter pour vérifier ?» Mais l'autre agacé lâche un « Bah pourquoi pas? C'est rapide. S'il dort, c'est bon, tranquille. » Et ses mots à lui, c'est bon, tranquille. Bah non, pas tranquille, non. Moi, si je dors la fenêtre ouverte, j'ai pas envie que quelqu'un débarque dans ma chambre. Oh, si t'arrives, tu vas te manger un coup de coude dans la bouche. À ce moment-là, Zoé se dit juste qu'elle est encore endormie, qu'elle a mal compris, qu'elle fait un cauchemar ou quelque chose du genre. Car cet homme ne peut pas avoir vraiment dit ça. Qui aurait ce genre de réflexe? À cet instant, elle est simplement tétanisée. Elle se rallonge et se dit qu'elle ne doit absolument pas bouger, qu'elle doit faire semblant au cas où il grimperait vraiment. Elle reste donc terrifiée dans son lit, les yeux fermés, attendant de savoir quoi faire. Et Zoé a entendu cette phrase absolument horrible. « Putain, il escalade ce bâtard !» Vraiment, je vais me faire démonétiser, voilà, c'est ciao la monétisation. À ce moment-là, ses yeux étaient rivés sur son balcon et elle vit juste le pire scénario qui aurait pu se produire. Une main agrippant un barreau. Bon, au moins, elle se rend compte qu'il grimpe à la fenêtre de sa rue et que du coup, la conversation ne vient pas directement dans son immeuble et du coup, pas directement dans sa chambre. Sauf que la main, au bout d'un moment, lâcha le barreau. Il y eut énormément de cris, d'insultes et d'après ce qu'elle comprit, l'autre personne avait dû agripper l'individu par la jambe et le tirer en arrière pour l'empêcher d'entrer dans l'appartement. D'autres personnes arrivèrent et apparemment, ils s'enfuirent en courant. Zoé resta tétanisée pendant de très longues minutes avant de fermer d'abord la fenêtre de sa chambre, puis de se déplacer dans le noir jusqu'à la fenêtre de son salon qu'elle ferma également. Depuis ce jour, elle dort avec un ventilateur si besoin, mais plus jamais avec les fenêtres ouvertes ou les volets non fermés. À l'époque, elle était en couple et son copain dormit chez elle pendant les 2 mois suivants. Elle ne pouvait plus passer une nuit seule dans son appartement. Elle ne cessa de se poser 1000 questions dans les jours qui suivirent. Dans quel état de panique cet individu devait-il être pour avoir cette réaction? Attendait-il quelque chose qui l'empêchait tout simplement de s'enfuir? Que se serait-il passé s'il était effectivement entré chez elle dans l'état d'énervement qu'il semblait avoir? Elle ne crut pas sa propre histoire pendant longtemps, quand cette réaction lui paraissait invraisemblable. Aujourd'hui, nous sommes en juin, à nouveau, il fait chaud, et passé 20 h, Zoé ne fonctionne qu'avec un ventilateur. La prochaine histoire, c'est celle de Luna et elle s'est passée quand elle avait 12 ans, lors d'une journée où ses parents travaillaient, elle laissant seule à la maison. À cet âge, beaucoup de ses amis mettaient du mascara, mais sa mère lui interdisait d'en porter. Alors, comme toute gamine un peu rebelle, au moment de l'histoire, elle se trouvait dans la salle de bain à l'étage,
en train d'appliquer le mascara de sa mère. Soudain, on frappe bruyamment à la porte. Elle pense que c'est sa mère qui rentre du travail. Sa mère est institutrice à temps partiel et elle ne connaissait pas bien son emploi du temps. Elle se dépêche de retirer le mascara de ses yeux pour minimiser les traces noires. Les coups deviennent de plus en plus insistants. Elle suppose que sa mère a les mains occupées pour des courses et ne peut pas ouvrir. Les escaliers se trouvent juste en face de la porte qui est en verre fumé. En descendant, elle aperçoit la silhouette d'un homme robuste, clairement pas sa mère. Sachant qu'il a probablement vu à travers la porte et qu'il sait donc qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, elle se précipite vers la chambre de ses parents car cela lui inspire un certain sentiment de sécurité. Bien que la porte de la chambre de ses parents soit vieille, en bois fin, donc pas un choix très judicieux. Elle repère une lampe de chevet qui pourrait faire l'affaire pour assommer quelqu'un. En regardant par la fenêtre, elle aperçoit une grosse camionnette blanche. Encore aujourd'hui, à ce moment-là, elle n'était pas du tout du genre stressé. Donc, elle était un peu dans le déni total. Enfin, jusqu'au moment où elle entendit l'inconnu entrer par la porte de derrière, qui était normalement fermée. Elle entendit des bruits de pas dans la cuisine, ainsi que des casseroles qui s'entrechoquaient. Malgré cela, elle restait calme. Allez savoir pourquoi. Il faut dire que, comme je disais, elle ne cédait jamais à la panique et qu'elle savait instinctivement quoi faire dans ce genre de situation. Elle se souvient du film Taken, où le père au téléphone demande à sa fille de décrire au mieux son agresseur s'il la retrouve. Tatouage sur la main, cheveux bruns, etc. Donc, c'est ce que fit Luna. Elle appela son père à voix basse, les bruits des casseroles couvrant sa voix. Elle lui dit qu'il y avait quelqu'un chez eux et qu'il était arrivé avec une camionnette blanche. Voici à peu près ce qui suivit. Son père lui dit « Es-tu sûr qu'il y a vraiment quelqu'un ?» d'une manière paniquée. « Bien sûr que je suis sûr. Oh merde, je sais qui c'est. » Luna met quelques secondes à répondre et lui dit simplement « Mais c'est qui ?» À ce moment-là, les bruits de casseroles cessèrent et elle entendit l'inconnu monter les escaliers et se diriger vers la salle de bain, juste à côté de sa chambre. Là, elle commença à stresser un peu. Un silence long et lourd, et Luna attend toujours avec sa lampe de chevet dans la main, prête à fracasser la première personne qui rentrera. On rappelle, elle est jeune, qu'elle a très peu de chance. C'est le plombier. J'avais complètement oublié qu'il devait venir. Il a les clés, c'est un habitué. Il vient réparer l'évier de la cuisine, juste au-dessus de l'armoire à casserole, et vérifier celui de la salle de bain. À ce moment-là, Luna puait le seum, d'après ses propres dires. En sortant de sa chambre, elle fit comme si de rien n'était, disait bonjour au plombier, et descendait les escaliers pour vaquer à ses occupations. Pour revenir sur la fameuse porte de la chambre de ses parents, elle s'était finalement cassée en plusieurs morceaux lors d'une crise de nerfs de son frère de 5 ans. Autant dire qu'elle aurait été dans de beaux draps, avec ses yeux noircis de mascara, si ce n'avait pas été le plombier. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Clara, et elle se déroule alors qu'elle est en CM1 et qu'elle rentre du sport. Elle précise d'abord qu'elle habitait dans une impasse en forme de L, où un petit virage cachait la vue sur le reste de l'impasse. Ce jour-là, un samedi en fin de matinée, Clara avait un cours d'escrime qui se terminait à 12h30. Le gymnase étant proche de chez elle, à seulement 10 minutes à pied, elle avait demandé à son père si elle pouvait rentrer à pied pour une fois. Après avoir insisté lourdement, son père avait accepté pour lui faire plaisir. Alors qu'elle marchait pour rentrer chez elle, Clara ressentait la présence de quelqu'un qui marchait derrière elle. Y prêtant pas plus d'attention, elle se disait que c'était normal en ville de croiser des personnes prenant le même chemin. Cependant, lorsque Clara traversa un passage piéton et entra dans son impasse, une certaine angoisse commença à s'emparer d'elle. La personne qui la suivait se trouvait à environ 5 mètres et ne s'arrêtait devant aucune maison. Sentant une boule dans la gorge, Clara accéléra le pas en sautillant, tandis que derrière elle, les pas semblaient s'accélérer également. Finalement, elle réussit à arriver chez elle, mais se sentait tout de même confuse quant à ses actions. Pour se rassurer, Clara sortit de chez elle et marcha un peu, car sa maison était située dans le virage. C'est alors qu'elle aperçut la personne qui la suivait, un homme d'environ 20 ans, scrutant le virage pour voir si elle en sortait. Un grand frisson la parcourut et elle se mit à courir en direction de sa maison, se précipitant à l'intérieur et s'enfermant. À ce moment-là, le père de Clara descendit les escaliers et, voyant sa fille en pleurs, lui demanda ce qui s'était passé. Clara lui raconta tout ce qui s'était déroulé. Son père sortit pour vérifier si l'homme était toujours là, mais revint en affirmant qu'il n'y avait personne. Clara ne fut pas forcément traumatisée par cette expérience. Elle se demande parfois si elle s'est imaginé des choses ou si cet homme avait réellement de mauvaises intentions. Et vous, à votre avis, avait-il de mauvaises intentions ou voulait-il juste parler à une gamine de 12 ans? Un match de Champions League, des traces de boue et des mutants, c'est le résumé des threads d'horreur d'aujourd'hui. Alors, venez avec moi dans les tréfonds de l'espèce humaine. Let's go! La première histoire, c'est celle d'Antoine, et elle se déroule il y a très peu de temps, le soir de la finale de la Ligue des Champions. Il a regardé le match avec ses amis chez l'un d'eux qui habite à moins de 2 km de chez lui. À la fin du match, chacun est rentré chez soi, ses amis l'ont déposé à une intersection car il habite de l'autre côté. Il se retrouve donc seul. Pour rentrer chez lui, il doit emprunter un passage, une sorte de mini-forêt, afin de gagner du temps. Il fait tout noir car la mairie éteint les lumières à partir de 22h. Bonne action écologique, un peu moins pratique pour se sentir en sécurité et pour éviter de se faire agresser. Mais bon, la planète passe avant quelques petits délits. Ça va. Alors qu'il rentre chez lui, près de la forêt, il ne se sent pas bien, ce qui n'arrive jamais lorsqu'il rentre chez lui. Il pense que ce n'est rien et qu'il ne doit pas s'inquiéter, mais il a tort. Alors qu'il continue à marcher, il entend au loin des bruits de vélo qui viennent vers lui
pendant au moins 30 secondes, puis plus rien. Il n'y prête pas forcément attention, même si c'est vraiment bizarre que ce bruit soit arrêté si brusquement. Le vélo s'est envolé, c'est E.T. Wouh, E.T, téléphone, maison. S'il y a des très jeunes dans ma communauté, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, vous n'avez pas trop la ref. Les autres, normalement, vous l'avez tous. Quelques secondes plus tard, il se sent vraiment mal à l'aise, comme s'il se sentait observé, oppressé. Il entend des bruits de pas, son cerveau lui dit de regarder derrière lui, et en se retournant, il aperçoit une silhouette qui marche très discrètement, un peu accroupie, tenant ce qu'il pense être un objet dans sa main. Et là, il entend « Mon précieux, ils nous l'ont volé !» Je vous jure, dans la description d'Antoine, j'ai l'impression de voir Gollum. Plus sérieusement, en voyant cela, il n'hésite pas à se mettre à courir comme il n'a jamais couru. Il entend les pas de l'inconnu accélérer également pendant une dizaine de secondes, puis plus rien. Mais il continue à sprinter, même s'il tombe par terre à 200 mètres de chez lui. Il se relève rapidement et recommence à courir. Ce qui l'effraie, c'est que durant tout ce temps, l'individu n'a pas prononcé un seul mot. Il n'a entendu que les bruits de pas et sa forte respiration. Il respire vraiment fort. Il rentre ensuite chez lui, toujours en courant, sans jamais se retourner. Il arrive sur sa terrasse avec sa mère pour tout lui raconter, mais même en surveillant, ils ne verront jamais l'homme passer devant chez eux. Ce qui est déjà une bonne nouvelle d'avoir réussi à semer Gollum. Parce qu'après, il t'emmène en Mordor et dans une grotte avec une grosse araignée. Pas ouf l'ambiance. Pardon. On passe maintenant à la seconde histoire. Mais avant, car elle est incroyable, la prochaine, abonne-toi et like la vidéo. Cette histoire, c'est celle de Marlène. C'est une jeune femme de 19 ans qui a emménagé dans un appartement il y a 6 mois, au 2e étage d'un quartier incroyablement tranquille. Chaque jour, elle rentre chez elle à 17 h en moto et la gare sur sa place habituelle. Ce jour-là, un lundi de mai, elle la gare et la laisse tranquillement refroidir avant de rentrer. C'est alors qu'un inconnu vient rapidement à sa rencontre pour complimenter sa moto. Allez, c'est encore un gros beauf, hein. Allez hop, le cliché sur les mecs à moto, c'est ciao. Ils quittent tous mes vidéos, ça y est, let's go, au revoir. Non, je rigole, je les kiffe les gros cylindrés moi aussi. Je parle bien des motos, hein. Après ce compliment, elle lui fait clairement comprendre qu'elle l'apprécie, mais qu'elle veut rentrer chez elle et se précipiter aux toilettes. Elle précise qu'elle ne connaît pas cette personne, qu'elle ne l'a jamais vue auparavant, mais elle commence à trouver ce potentiel voisin inconnu très effrayant. Finalement, il a l'air de comprendre et s'éloigne d'elle et de sa précieuse moto pour retourner vers un portail dans un virage qu'elle ne peut pas voir. Comme on dit, pas de corps, pas de mort. Je dis ça, je dis rien. Elle passe finalement outre cette interaction et rentre simplement chez elle en utilisant son bip qui lui permet d'accéder à la cour de stationnement, aux appartements et d'ouvrir les portails. Elle précise qu'elle a un chiot, un berger créole âgé de 4 mois qui reste toujours dans le salon pendant son absence, porte fermée, et qu'il est aussi très sociable. J'aime trop les chiens. Je vous l'ai déjà dit? Quoi? On s'en branle? Ok. Il est maintenant temps de décrire un peu son appartement. Lorsqu'on entre, il y a un couloir de 5 mètres se trouvant en face, menant d'abord aux toilettes, puis un peu plus loin à la salle de bain, et enfin, en face de la porte d'entrée, se trouve la porte du salon. Elle entre chez elle et referme rapidement la porte derrière elle afin de se précipiter aux toilettes sans même dire bonjour à sa pauvre chienne qu'elle entend s'agiter un peu puis se calmer à nouveau. Bravo, la maltraitance. Waouh. Même pas dire bonjour à son chien. Waouh. J'ai même plus envie de raconter cette histoire en fait. Elle fait donc ses affaires dans les toilettes avec la porte non verrouillée lorsque soudain, elle entend sa porte d'entrée s'entrouvrir légèrement. Elle pense d'abord que c'est le vent, évidemment, mais les bruits de pas ne laissent aucun doute. Quelqu'un est chez elle, marchant sans but dans son couloir. Elle est véritablement pétrifiée, incapable de bouger, la main tendue vers le papier toilette. Elle n'a même pas envie de pleurer ou de crier, elle est simplement et complètement figée. La personne dans son appartement marche, passe devant les toilettes et devient simplement immobile et ne dit rien. Elle peut réellement entendre sa respiration forte et allaitante, comme si elle ou lui avait couru. Sa chienne s'agite et le temps semble se figer. Puis d'un coup, c'est comme si elle était réinitialisée. Sa main termine son mouvement et ses yeux se tournent vers le salon. Sa chienne bien-aimée est en danger et elle doit l'aider. Après tout, elle se dit qu'elle est chez elle et qu'elle doit se défendre, qu'elle n'a pas le choix. Elle attrape le rabat de sa poche et le soulève pour trouver son téléphone. Évidemment, elle l'a laissé avec ses affaires dans l'entrée et elle ne s'est jamais autant maudite qu'à ce moment-là. Son chien s'agite de nouveau et la porte du salon s'ouvre. Elle veut bouger et sortir, mais la lâcheté la rattrape et elle se retrouve à nouveau bloquée. Elle a envie de pleurer et de hurler de peur. Elle ne sait pas comment décrire ce sentiment de paralysie. Elle veut simplement trouver le courage de sortir et de lui hurler de dégager de chez elle, mais rien ne se passe. Elle reste dans les toilettes, immobile, pendant que la porte du salon finit de s'ouvrir. À ce moment-là, elle imagine les pires scénarios. Son chien tué, puis qu'ensuite, ce sera son tour. Mais rien ne se produit. Elle a l'impression que tout le monde est immobile et attend quelque chose. Mais rien ne se passe pendant plusieurs secondes, puis sa porte d'entrée se referme sans qu'elle n'entende aucun pas. Elle est toujours dans ses toilettes sans réaliser grand chose à part que sa chienne gratte maintenant à la porte en pleurant. Cela la décide enfin à se débloquer et à ouvrir pour prendre sa chienne et courir récupérer son téléphone pour ensuite de nouveau retourner dans les toilettes
le verrou fermé. Elle ne sait pas quoi faire, elle tient sa chienne contre elle dans cette petite pièce, son téléphone dans l'autre main. Elle dit qu'elle devrait appeler la police, mais sur le moment, elle est juste submergée par ses émotions et pleure pendant que sa chienne lui fait des léchouilles. Elle ne se souvient pas avoir pleuré avec une telle intensité auparavant. Voilà, tu m'étonnes. J'ai failli chialer moi aussi, con. Oh, on est où là? Après environ 10 minutes à pleurer, elle décide de se lever et de sortir délicatement au cas où quelqu'un est réellement toujours chez elle. Et au cas où il n'a pas entendu ses pleurs. Sa porte d'entrée est bel et bien ouverte. Et bien sûr, la porte du salon aussi. Il y a des traces de boue dans son couloir. Preuve d'une véritable visite indésirable. Elle réalise vraiment la situation en voyant ça et pleure encore en fermant sa porte d'entrée à double tour. La situation se termine là. Elle ne cherche pas à en savoir plus sur le moment et passe la pire nuit de sa vie. Depuis cette situation, elle a un toc de verrouillage et elle a du mal à dormir. Elle emmène son chien partout avec elle et a installé un verrou supplémentaire sur la porte du salon. Un mois s'est finalement écoulé et elle a commencé à pouvoir réfléchir à la situation. Et voici ses constatations. De 1, l'inconnu du parking est passé par la terre pour venir la voir. D'où les traces de boue. Elle ne l'a pas vue, mais il a pu la voir rentrer chez elle. Et pour la rattraper, il a sûrement dû courir, d'où son apparence essoufflée. Elle se demande aussi pourquoi. Vraiment? Pourquoi? Pourquoi elle? Que voulait-il? Avait-elle rêvé? Pourquoi son chien n'avait-il pas réagi? Le connaissait-elle? Elle préfère ne pas y penser. Cependant, par la suite, les choses ne s'arrêtent pas là et prennent une tournure inquiétante. 6 heures de fou. Et là, je coupe la vidéo et je dis la suite dans le prochain épisode de Maku et ses threads. Pas mal, non? Plus sérieusement, récemment, elle a trouvé un post-it collé au sol sur sa place de stationnement. Il était écrit « Jolie moto, on a déjà parlé et tu me plais beaucoup ». En lisant ça, elle a éclaté de nouveau en larmes dans le parking et elle a décidé désormais de garer sa moto chez son copain dans la rue d'en face. Encore plus récemment, elle a remarqué que la poignée de sa porte d'entrée était complètement relevée, alors qu'elle la baisse toujours pour la fermer. Elle en est sûre, car c'est devenu un toc. La meuf, c'est devenu Raito Yagami. C'est le mec dans Death Note. Il baisse sa poignée pour voir si quelqu'un est rentré, il met même une tige et tout. C'est devenu une zub, pour ceux qu'on la rêve. Bref, aujourd'hui encore, elle ne sait pas quoi faire et elle voudrait que cela s'arrête. Mais elle se demande aussi si elle ne devient pas paranoïaque. Force à toi Marlène, et n'hésite pas à aller voir la police pour porter plainte, te rassurer et demander même des patrouilles. N'hésite pas à demander à ton copain, si tu as trop peur seul, qu'il t'aide et qu'il l'attrape pour lui niquer sa mère. Oula, pardon, histoire suivante. Cette dernière histoire, c'est celle d'Emma. Et il lui est arrivé quelque chose de terrifiant récemment, et son histoire se passe en pleine journée, vers 16h15. Ce jour-là, elle raccompagne son ami chez elle, qui n'est pas très fréquent, mais elle le fait quand son père ne pourra venir la chercher que plus tard. Vers 16h15 donc, après avoir raccompagné son ami, elle décide de partir pour pouvoir rejoindre un bus qui la déposera à l'endroit où son père doit la récupérer. Elle monte dans le bus et elle remarque un toxico qui est en train de rouler sa cigarette. Il n'a pas l'air spécialement menaçant et reste calme dans son coin, à l'arrière du bus. Je suis pas devin, hein, mais je pense, hein. On va voir si j'ai raison parce que j'en sais rien, comme je dis, je suis pas devin, mais à mon avis, il va être chiant ce mec-là. Je pense, hein. Après, je peux me tromper. Finalement, dès qu'il la voit, il commence à la fixer durant les 5 minutes de trajet qu'elle a à faire. Elle flippe souvent pour rien et est plutôt parano, donc elle essaie de se rassurer, mais elle commence à s'inquiéter un peu. Elle descend finalement du bus, puis elle voit qu'il descend avec elle. Mais ça ne l'inquiète pas du tout, vu que c'est l'arrêt terminus. Elle se dirige donc à l'endroit où son père vient la chercher, et elle remarque qu'il la suit. Ce n'est pas spécialement bizarre, étant donné qu'il y a une station de métro juste devant l'endroit où son père la récupère. Elle croit donc évidemment qu'il va prendre le métro. Ça fait beaucoup là, non? Puis finalement, elle remarque que quand elle tourne pour aller s'asseoir sur un banc, il tourne en même temps qu'elle et s'assoit à côté d'elle sur le banc. Elle trouve ça un peu bizarre car il y avait d'autres bancs libres, sans personne dessus, mais elle ne s'inquiète pas spécialement. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Nous sommes ici pour vous clarifier quelque chose. Quand quelqu'un vous suit depuis plusieurs minutes et s'assoit à côté de vous, alors qu'il y a de la place ailleurs et qu'en plus il vous a fixé depuis un certain moment, c'est qu'il est temps de s'éloigner de cette personne le plus vite possible. Merci de votre compréhension, j'espère que vous avez passé un agréable voyage dans les conseils de Maku et j'espère ne pas vous y revoir bientôt. Ciao ciao! Finalement, il commence à lui parler et elle fait semblant de ne rien entendre car elle a ses écouteurs et sa musique, mais elle l'entend quand même un peu. Il commence ensuite à être de plus en plus insistant et il lui dit « Tu es trop belle », en le répétant plusieurs fois. Meilleure technique de drague, non? Mesdames, votre avis sur la question? Plus sérieusement, ça commence vraiment à la faire flipper. Donc elle décide d'envoyer un message à son père pour savoir dans combien de temps il arrive, ce qui est totalement débile selon elle, étant donné qu'il est en voiture et qu'il ne répondra donc pas à ce message. Le mec commence à se rapprocher, encore un peu plus d'elle, et commence à lui toucher les cuisses. Et paf, j'avais raison. Je suis pas devin, je vous disais, mais j'avais raison. Putain, je suis trop fort. C'est pas comme si j'avais déjà lu cette histoire avant. Non, sérieusement, c'est un sujet sérieux. On reprend, excusez-moi. Elle enlève directement sa main de ses cuisses et se lève pour s'éloigner un peu. Il la suit rapidement, elle est terrorisée et ne sait pas quoi faire. Il commence à lui attraper le bras très fort
et à l'emmener vers une voiture. Puis à ce moment-là, un homme surgit et commence à l'insulter, lui ordonnant de la relâcher immédiatement. Ce qu'il fait. Elle ne connaît pas cet homme, il doit juste être un inconnu qui passe par là. Elle a énormément de chance. Elle lui raconte donc tout ce qui s'est passé et il appelle immédiatement la police. Pendant ce temps, il commence à courir pour essayer de rattraper le mec et il réussit. Puis la police arrive 10 minutes plus tard et son père est arrivé entre-temps. Elle explique l'histoire à la police et à son père et le mec est arrêté. Elle a vraiment eu très peur et elle ne remerciera jamais assez ce jeune homme du nom de Xavier qui lui a sauvé la vie. Professeur Xavier, bravo pour votre intervention. Mutant et fier de l'être. Non, sérieusement, je rigole et tout, mais force à toi, Emma, et merci au héros Xavier, qui va bientôt créer l'école des mutants, mais ça, c'est un détail, d'être intervenu. En vrai, on a besoin de plus de gars comme toi. Je rigole, hein, mais c'est un sujet très très sérieux. Vous savez que je dédramatise souvent les situations, etc. Et je prends ça très très au sérieux. Si vous voyez quelqu'un agresser quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à essayer d'intervenir, surtout s'il y a du monde, même à vous entourer, à appeler les autres, etc. Et même vous, si vous faites agresser, n'hésitez pas à appeler à l'aide, ça va aider les gens à réagir. Et pour vous qui voulez aider, même si vous vous sentez pas assez fort tout seul, n'hésitez pas à aller chercher du monde autour. On est plus fort ensemble et ça peut éviter des situations vraiment terribles. Et là, je suis 100% sérieux. Une silhouette sous votre porte, une fenêtre imaginaire et un enfant démoniaque, c'est le résumé des threads d'horreur d'aujourd'hui. Alors soyez attentifs, plongez-vous dans une ambiance terrifiante et restez bien toute la vidéo, j'ai de petites surprises pour vous. Let's go. La première histoire, c'est celle de Anna. Et elle commence en décembre dernier, lors des vacances de Noël. Les journées, elle se retrouve seule car sa mère part au travail. Rien d'étrange ne s'est produit jusqu'à présent, car cela fait des années que c'est ainsi lorsqu'elle travaille et que Anna est seule chez elle. Cependant, c'est son premier Noël dans sa nouvelle maison à la campagne. Un matin, elle se réveille et sa mère est déjà au boulot, la laissant seule. La porte de sa chambre n'est pas totalement fermée, laissant filtrer légèrement la lumière du jour. Elle se lève le matin, allume quelques lumières autour de son lit, et comme à son habitude, elle met ses écouteurs avec de la musique pour se réveiller. Pendant qu'elle écoute sa musique, elle observe sa porte de chambre qui n'est pas complètement fermée et aperçoit une sorte de silhouette passer devant. Et hop, le frisson dans ma nuque instantanément. Et vous? Au début, elle pense que c'est son imagination qui lui joue des tours. Donc, elle remet la musique. Cependant, 5 minutes plus tard, cela se reproduit. Elle arrête alors la musique, se lève pour sortir de sa chambre, mais ne voit rien. Elle ouvre ses volets, mais ressent une sensation vraiment bizarre, comme si elle n'était pas seule. Il est important de noter que pour accéder à sa porte d'entrée depuis sa chambre, il y a des escaliers. Et qu'il y a également des escaliers pour descendre à la buanderie. Lorsqu'elle descend les premiers escaliers qui mènent à sa porte et son salon, rien ne se passe, mais au moment où elle passe devant les escaliers de la buanderie, à cet endroit précis, elle ressent un sentiment de mal-être. Comme si quelqu'un ou quelque chose attendait qu'elle descende. Pendant la journée, à chaque fois qu'elle passe à cet endroit-là, elle ressent la même chose. La journée se passe et on arrive le soir du réveillon. Ce soir-là, elle en parle à sa grand-mère qui lui confie avoir ressenti la même chose lorsque elle et son grand-père ont emménagé dans leur maison. Sa grand-mère avait fait alors appel à un spécialiste qui avait découvert l'esprit de l'ancien propriétaire de la maison, décédé dans le salon à l'époque. Bonne ambiance. C'est pas obligatoire de dire ce genre de choses-là quand on vend la maison? Vous préféreriez le savoir, vous? Tiens, je suis curieux. Moi, oui, perso. Le lendemain du soir de Noël, sa tante, ayant besoin d'aide, appelle la mère de Anna et elle laisse Anna seule à la maison une nouvelle fois. Vous sentez comment ça pue ou pas là? Cette soirée est la pire de toutes. Tout d'abord, alors qu'elle est dans sa chambre, porte fermée, elle entend un verre tomber par terre sans se briser, ainsi que des coups dans les murs. Elle est tétanisée et attend 20 minutes avant de se diriger vers la cuisine pour vérifier, mais elle ne trouve rien. Pendant sa douche, elle entend des portes claquer, bien qu'elle soit seule chez elle. Après sa douche, alors qu'elle se prépare à cuisiner, elle se sent vraiment mal à l'aise, et surtout, elle a l'impression d'être observée à la porte de la buanderie, qui est ouverte. Elle prend son assiette, retourne s'enfermer dans sa chambre et appelle sa mère en pleurs. Sa mère ne peut pas revenir tout de suite, donc elle doit rester seule encore plus longtemps. En fait, la mère, je vous explique, elle se chie dessus aussi, elle veut pas rentrer, ouais. Elle abandonne sa fille au démon. Et je la comprends, ok? Personne la juge. Après cet appel, Anna prend une énorme crise d'angoisse pendant 1 heure. Elle ne peut pas s'arrêter, elle prie juste pour que sa mère rentre le plus tôt possible. Depuis cette soirée-là, plus rien ne se produit, mais elle reste toujours mal à l'aise quand elle est seule chez elle. Tu m'étonnes. Un peu de paranormal, ça fait pas de mal, non? Vous en pensez quoi? Bon, après, il y avait peut-être quelqu'un de réel dans sa buanderie, et peut-être que dans la vôtre aussi? Derrière vous!
Qui a eu peur premier degré? Désolé, on passe à la suite. La deuxième histoire, c'est celle de Marie. Et cette expérience est sûrement la plus marquante de toute sa vie. En gros, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, elle vivait dans un appartement standard où tout se passait bien, à l'exception du fait qu'il y avait beaucoup de vis-à-vis. Depuis sa chambre, il y avait une grande fenêtre en face de la sienne qui semblait probablement appartenir à l'appartement des voisins d'en face. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, elle a ressenti une étrange fascination pour cette fenêtre d'en face. Elle se souvient que certains murs étaient d'un violet foncé et qu'il y avait plein de dessins colorés d'enfants collés à la fenêtre. Elle était tellement intriguée par l'appartement d'en face qu'elle en rêvait. Les rêves étaient si récurrents et détaillés qu'elle savait exactement à quoi ressemblaient les murs et comment ils étaient disposés. Elle appartenait même à la famille de cet appartement dans ses rêves. Un jour, la voisine d'en face, que l'on appellera Madame A, est venue sonner chez elle pour demander à sa mère si elle pouvait venir jouer avec sa fille du même âge. À ce moment-là, elle devait avoir 8 ou 9 ans. Cela faisait donc plusieurs années qu'elle rêvait de l'appartement d'en face. Sa mère a accepté et Marie se souvient avoir déjeuné chez Madame A. Il n'y avait que Madame A et sa fille, et elle évidemment, assises sur de petites chaises vertes d'enfants, en train de manger des pâtes à la sauce tomate devant un film Disney. Elle s'est rendue compte que l'appartement était exactement comme elle l'avait imaginé. Wow, le pouvoir qui sert à rien, mais qui est stylé quand même, non? Finalement, après cette journée dans l'appartement d'en face, elle est rentrée et elle n'est plus jamais retournée chez eux. En grandissant, elle a arrêté de regarder par la fenêtre et de rêver de l'appartement d'en face, puis elle a réalisé que tout cela avait disparu. Les murs n'étaient plus violets et les dessins d'enfants sur la fenêtre avaient eux aussi disparu. Elle a donc pensé que ses voisins avaient déménagé. Mais c'est plus complexe que ça. Un jour, par curiosité, elle a interrogé ses parents sur les voisins d'en face, sur son amie, la fille de Madame A, et sur leur fenêtre. La réponse était claire. Il y avait bien une fenêtre, mais elle n'avait jamais été violette. Il n'y avait jamais eu de motif d'enfant, elle n'avait jamais mis les pieds chez les voisins, et ces derniers habitaient là depuis toujours, sans aucun déménagement entre-temps. Ok. En réalité, d'après ses parents, ni la fenêtre, ni l'étrange appartement de Madame A n'avaient jamais existé. Elle n'avait donc jamais déjeuné chez eux. La fenêtre en face de chez elle était grise, monotone et identique à toutes les autres fenêtres d'appartement. Elle a été secouée par ça. Tu m'étonnes, what the fuck? Elle s'est inventé une vie en fait. Elle a aussi par la suite été triste pendant quelques semaines, puis la vie normale a repris son cours. Aujourd'hui, elle a 19 ans et elle est certaine d'avoir vécu cette expérience dans la vraie vie. Elle se souvient de tout. L'odeur, le design de l'appartement, les couleurs. Elle garde une certaine tristesse et un certain désarroi car elle est convaincue d'avoir déjà vu cet appartement, ces personnes, et ce souvenir constitue une partie de son enfance. Elle a besoin d'être éclairée. Ah bah oui ma pauvre fille, hein, t'as besoin d'être éclairée en effet, dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Oh putain, je suis un connard. Oh merde, je suis un connard. Je suis un connard. Désolé? Non, sérieusement. Qu'en pensez-vous? Beaucoup de gens lui ont dit que c'était sûrement un ou des rêves lucides. C'est ce que je pense aussi. Il paraît qu'il se manifeste beaucoup pendant l'enfance et qu'on est plus enclin à ce moment-là à confondre rêve et réalité. C'est sûrement ça. Mais en tout cas, Marie, si tu passes par là, sache que je rigolais et prends soin de toi. On passe maintenant à la prochaine histoire. Mais juste avant, petit aparté est resté car la prochaine histoire est la plus effrayante et la plus longue. Juste pour vous dire quelques petites choses rapidement. La souscription à la chaîne est maintenant disponible. Vous verrez juste à côté du bouton s'abonner, en dessous de la vidéo, vous avez maintenant un bouton rejoindre qui vous permet de me soutenir pour une petite somme par mois en échange d'avantages pour vous. Évidemment, ça ne change rien pour les personnes qui ne peuvent pas, vous aurez le même contenu. Pas d'inquiétude donc, c'est juste pour quelques petits avantages et une certaine proximité avec moi et avec l'évolution de la chaîne. Je vous laisse regarder ça. Pour ceux qui ne veulent pas souscrire sur YouTube, vous avez la possibilité de le faire aussi sur Tipeee, en lien dans la description. Là, pour le coup, il y a plusieurs niveaux, dont des niveaux plus bas que celui de la souscription sur YouTube. Mais pour le même montant sur Tipeee, vous avez accès aux mêmes avantages que sur YouTube. Et après, si vous êtes très généreux, vous pouvez aller sur les niveaux supérieurs aussi, mais vous n'aurez rien en plus. C'est seulement pour m'aider, c'est déjà super cool. Ah, il y a aussi les super thanks de dispo maintenant sur la chaîne, ça vous permet de faire un don ponctuel sous une vidéo. C'est l'icône merci avec un cœur en bas à gauche de la vidéo. Ça fait plaisir aussi. Et ça me soutient énormément. Dernière chose, et on repart sur le thread, j'ai ouvert une adresse mail sur laquelle vous pouvez me raconter vos histoires pour que je puisse les raconter ici sur la chaîne si ça vous dit. Je vous laisse voir ça en description, et dès que j'en ai assez, je ferai une vidéo là-dessus, en espérant que ça vous plaise. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter pendant ces précieuses secondes, et merci à tous, et particulièrement à ceux qui feront un des trucs que j'ai cités à l'instant. Et on est reparti. Cette dernière histoire, c'est celle de Desty, et elle souhaite partager une expérience un peu bizarre qu'elle a vécue. Un nom stylé et original, Desty, jamais entendu. Cette histoire se passe lorsqu'elle avait 19 ans, elle en a maintenant la trentaine. Elle était étudiante à ce moment-là en sanitaire et social, et pour aider sa mère, elle a décidé de chercher un emploi. Elle a donc postulé en ligne et a été contactée pour faire du babysitting lors d'une soirée. Elle devait donc s'occuper de deux enfants, un âgé de 5 ans et l'autre de 2 ans,
de 19h30 à 1h du matin le soir même. Elle a pris toutes les informations nécessaires et s'est rendue à la maison de la mère des enfants. Cette dernière l'a accueillie chaleureusement, a terminé de nourrir ses enfants et lui a demandé de la suivre. Elles ont discuté pendant que la mère lavait le plus petit et pendant ce temps, elle lui donnait des instructions concernant les enfants. Le plus grand des deux avait un léger retard mental et avait ses habitudes. Il ne fallait pas trop le brusquer. Après un long moment, le père est arrivé et lui et sa femme sont partis. Desti a joué avec les enfants pendant quelques temps, puis elle est allée coucher le plus petit. Elle lui a lu au moins 2 histoires et est redescendue pour s'occuper du plus grand. Un peu plus tard, elle l'a lui aussi emmené dans sa chambre et lui a également lu 2 histoires. Mais il ne voulait pas dormir. Il lui a dit que le gros nounours dans le coin de sa chambre lui faisait peur. Elle a regardé, mais il n'y avait rien. Pas de grosses peluches, ni de poupées. Alerte, alerte, quittez la maison immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. C'est le début d'un film d'horreur, ça, non? Elle est partie quelques minutes, puis est retournée le voir car il ne dormait pas. Elle a encore lu une histoire, puis une autre, et a décidé de partir définitivement. Avant de partir, elle a regardé les placards de la chambre et les peluches, et elle n'a rien vu d'anormal. Elle est sortie, a laissé la porte de la chambre des parents ouverte avec une cale pour ne pas que la porte se referme, car c'est apparemment ce que font les parents à chaque fois. Elle est allée voir le plus petit et a remarqué qu'il dormait, puis elle est redescendue. Au rez-de-chaussée, elle a regardé la porte d'entrée et l'a verrouillée. Elle est allée dans la cuisine, a pris une canette qu'on lui avait autorisé à prendre, puis s'est installée sur le canapé pour regarder la télévision. Tranquille, payée à boire la canette et à regarder Netflix. Bravo. Moi aussi je vais pas me faire chier, hein. Je vais plus faire de vidéos, je vais faire du babysitting avec des gosses hantés. Bonne idée ça, bonne idée. Environ une demi-heure plus tard, elle est retournée en haut pour vérifier que les enfants allaient bien. Le plus petit dormait, donc elle est allée voir son frère. Et là, elle a eu un peu peur. Un peu, c'est peu dire, parce que moi je me serais chié dessus. Hein. Le plus grand des garçons était assis au milieu de sa chambre et regardait le coin de la pièce où il lui avait dit qu'il y avait un nounours qui lui faisait peur. Et elle l'a même entendu dire « Elle est nouvelle. Non, elle ne peut pas te voir. Elle n'est pas méchante. » Alerte, alerte, menace confirmée, quittez immédiatement la maison en abandonnant les enfants maudits. Desti nous explique qu'elle croit au paranormal, puisqu'elle a déjà vécu des choses un peu bizarres. Mais là, elle a vraiment eu peur. Elle sait que beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires, mais elle dit que à ce moment-là, ça ne ressemblait pas à ça. Non, moi j'avais des amis imaginaires, je leur parlais pas la nuit comme ça, hein. Je sais pas pour vous, mais moi perso je faisais pas ça. Hein. Desti s'approche donc de la chambre et elle appelle le garçon, car elle a des grosses corones. Des grosses couronnes. Et le garçon se tourne vers elle surpris, avec des yeux étranges et brillants. Elle se frotte les siens et le regarde de nouveau, mais ses yeux sont normaux. Elle se dit qu'elle est fatiguée et elle le remet au lit. Elle lui chante une petite berceuse et redescend en bas. Alors qu'elle est en bas des marches, elle entend un bruit à côté. En fait, pour vous expliquer, en bas des marches, sur le côté, il y a une porte comme celle de la première chambre de Harry Potter. Au moins comme ça, normalement, tout le monde sait de quoi je parle. Étant une personne méfiante et ayant surtout vu pas mal de films d'horreur, et apparemment t'en as pas vu assez, hein, Desti, parce que sinon tu serais parti de la maison depuis longtemps, c'est ciao les gosses. Bref, en entendant ce bruit, elle fait comme si de rien n'était, par rapport à son expérience soi-disant des films d'horreur, etc. Et elle retourne sur le canapé. Quand sa canette est vide, elle se rend dans la cuisine pour l'acheter à la poubelle. En se dirigeant par là-bas, elle passe devant une porte sur le côté de la cuisine et voit quelque chose qui n'était pas là. Une feuille où est marqué « Ne pas enfermer Jessie ». Elle est étonnée, mais passe devant sans y faire trop attention. Elle s'interroge tout de même et se rappelle que la mère lui a dit qu'ils n'ont pas d'animaux, un part à poisson nommé Bubule, et la babysitter habituelle s'appelle Melissa. Donc, elle ne comprend pas. Jessie, ça ressemblerait pas à Desti, par hasard, hein. Et vu que c'est pas un nom commun, ils ont pu se tromper. Oh mon dieu. Cours, Desti, cours! Je suis en train de craquer là. Dans la cuisine, elle se sert un verre d'eau et traîne un peu. Elle regarde par la fenêtre, mais elle ne voit rien. Il fait noir. Elle lave le verre et remonte l'escalier pour vérifier si les enfants dorment. Et cette fois-ci, les deux dorment. Le démon, il dort aussi. En se dirigeant vers les escaliers, elle voit la porte de la chambre des parents entrouverte avec la cale sur le côté. Elle se tourne vers la chambre du plus grand et se dit que c'est sûrement lui qui a fait ça, mais elle n'ose pas aller refermer. Elle préfère descendre et se remettre devant la télévision. La soirée se passe lentement, sans aucun autre incident, jusqu'à minuit et quelques, où elle entend des bruits près de la porte sous l'escalier. Harry Potter essaie de sortir, je crois, Bichette. Puis d'un coup, son portable sonne. C'est la maman qui veut des nouvelles de ses enfants. Elle lui dit qu'ils dorment, que tout va bien. Menteuse, puis elle lui demande pour la porte sous l'escalier. La maman lui dit que c'est la cave et que ce sont sûrement les tuyaux qui font du bruit. Elle parle un peu, puis elle raccroche. Quelques minutes plus tard, elle voit des lumières briller dehors du côté de la rue. Elle va donc regarder par la fenêtre et voit une voiture de police avec 2 agents qui emmènent un homme menotté jusqu'à leur voiture. À ce moment-là, elle n'a pas du tout compris ce qui se passait et ne voulait pas sortir en laissant les enfants seuls dans la maison. Finalement, les minutes restantes jusqu'à 1h du matin passent et les parents sont rentrés. Elle prévient sa mère qu'elle peut venir la chercher et lorsque celle-ci arrive, la dame lui donne l'argent qu'elle lui avait proposé pour la soirée et Desti s'apprête à partir. Mais elle se retourne vers la dame et lui parle de son fils, des bruits qu'elle a entendus et du mot sur la porte. La dame la regarde avec un regard étrange et lui dit qu'il n'y avait aucun mot sur la porte. Puis elle ferme sa porte d'entrée à clé, laissant Desti sans autre explication.
se dit que c'était peut-être son imagination. Elle n'est jamais retournée dans cette zone pavillonnaire. Cependant, elle a eu une explication concernant l'homme qui a été arrêté. Une voisine a appelé la police après avoir vu un homme essayer de rentrer chez quelqu'un. Peut-être était-ce la maison où elle était. Elle ne sait pas, mais ça pourrait peut-être expliquer certains bruits. Mystère. En tout cas, l'homme arrêté avait déjà un passé pas très jojo, car il s'agissait d'une personne qui avait agressé des femmes chez elle. Elle a peut-être échappé belle finalement, entre le démon à l'intérieur et le violeur à l'extérieur. Waouh, cette conclusion, elle est horrible. Putain. Voilà sa petite expérience qui l'a bien fait flipper, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à faire du babysitting. Grosse coronesse, je vous l'avais dit. Bref, après ça, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager, ça fait toujours plaisir, et de me soutenir financièrement pour ceux qui veulent et peuvent. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, ça se passe ici la famille. Moi, je vous fais des bisous.